الزول في الاول ويتي ولكن تكسا كاع تكتي وين تكتا دوغال فان كي دغان سنين زغين سنين ثلاثه 13 14 دي اون فيغا ما كنت زغا مطاس محباس تكتي وين متسرحان متسرحان لان خدينا طاس ديك سنو خدينا ما تشطاس هي كاود خدينا شما سبانسن دما قراد 87 ويسيني دي قارن نقول بين الجيريان دي قارن كان ديال تيكاوت تسبتانت نا الميليتونس شو دكاكير غاف من غيوث كان حسب انت ما كنت تيجاوث تاع في ناكسيون تيروريست شكي عن دكات باس كاع دي فلان سو ماغرا داكي هذا شكل داوي دسكاسيين نكونيا هكا كي غنلقاوني ناع السكين يا سند وني تولي ميالاس يدنا كما لامباري اسيني ازول دكاكير Azul Rachid Azul كان تتولى. كما لما يقولنا بالتنمر اللي تسرتان نا إلا كبوليتيك نواش تاكير ما إلا ذا الجيوسين سلبعيد بلجيك وكير ذا مستان صالح الدبوز زوج لك صالح. Azul Felak, merci pour l'invitation. أمستان صالح الدبوس كي تدنير سي بلجيك كيدس كذا كمال أدنوير أسكاسي غابين قلان شو استراتيجية نودا بوغنزيرين قلان زفير نوس للي كينا لا ليبراسيون كي ستوبيت تاني الباس متسرحان كي راها فوس مليون شتكي يسد سواني من قاره كياض كي اما غراد مغيد لنا ليكزامان بريوديك يونيفرسال دي ناسيونز يوني جنيف نا دايم نظام ماشي كيف ناوير سكاتيا كي هذا سكسان زواموت دبدو ومستان صالح دبوس قبل نمشي سنتلا صالح ما مستان دبوس او الفن ديال ذا شوتس رومي لا en quoi consiste l'examen périodique universel concernant justement les halams la situation des droits de l'homme en Algérie, ou sinon plus exactement les droits de la personne humaine, comme on dit ici au Québec. C'est quoi ta lecture? Alors, l'examen périodique, comme son nom l'indique, c'est un examen périodique. C'est la quatrième fois que l'Algérie, comme beaucoup d'autres pays, subissent cet examen périodique. Le premier, c'était en 2008, le deuxième, c'était en 2012, le troisième, c'était en 2017, et maintenant, on est en 2022. Donc, c'est le quatrième examen. Il s'agit de quoi? L'Algérie a ratifié des conventions internationales à partir de 89 en relation avec les droits de l'homme. Et donc, il y a toute une batterie de conventions internationales que l'Algérie a ratifiées. Et quand on ratifie ces conventions, on est dans l'obligation de changer toutes ces lois, qu'elles soient conformes avec ces conventions. Et donc, toutes les périodes de 4, 5, parfois 3 ans, le Conseil enfin, le Haut Commissariat des droits de l'homme appelle les États qui ont ratifié pour examiner est-ce que ces lois sont conformes avec les normes internationales des conventions signées. Donc, en fait, l'Algérie. Alors, on continue une question rapide comme ça. On est à la 41e session, troisième ou quatrième cycle. Qu'est-ce que ça veut dire session et cycle? Est-ce que pendant l'année, ils font 3 ou 4 cycles C'est quoi la différence entre session et cycle? Non, les sessions, c'est la 41e session de ce genre de réunion. Mais l'Algérie, c'est la quatrième fois qu'elle subit cet examen. Pourquoi la quatrième fois? Parce qu'elle a commencé à signer les conventions internationales en 1989. Donc, à chaque fois que vous signez une convention, vous avez au moins 5 années pour commencer à faire les changements de vos lois internes, qu'elles soient conformes aux conventions internationales. Et donc, à chaque fois, l'Algérie, elle présente un rapport et il s'avère dans ce rapport qu'elle n'a pas fait suffisamment d'efforts pour changer ses lois, qu'elles soient conformes avec les conventions internationales qu'elle a signées. Et à chaque fois, les membres lui présentent des recommandations pour lui dire voilà les insuffisances. Et ces recommandations veulent dire aussi que vos explications pour dire que vous avez fait suffisamment d'efforts ou ce qu'on vous fait comme recommandation
ne vous concernent pas, ne sont pas recevables et vous devez vous conformer. En gros, c'est ça. D'accord. تدمير مثلا دبوس دولار كمال مات دبوس كان باغويتا باغمان نا ليكتور جوريديك او كتشينا اتكسر غويتا سيرتان على ليكتور بوليتيك انه الوالد كيدي ضغنا كان دي لونيو. باش تمر وول مستان دبوز l'Algérie donc il est rattaché au bureau régional du commissariat des droits de l'homme pour le Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, créé en 2002. C'est important aussi de souligner la dénomination d'Afrique du Nord. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'il est un peu classifié selon, on peut dire, situation géographique et non pas idéologique. C'est ça, on peut dire, le langage utilisé par les Nations Unies. Ce qu'il fallait souligner, c'est que tout d'abord, on a tous entendu le chef de l'État algérien nier l'existence de prisonniers d'opinion et politique. Mais le ministre de la Justice qui est venu, on peut dire, défendre, soi-disant, les réalisations, on peut dire, la défense des droits de l'homme en Algérie, il a reconnu, il a dit qu'il y a une minorité, qu'il y a une infime, on peut dire, je voulais dire un nombre très limité, on peut dire, de militants, soi-disant, qui sont emprisonnés pour des raisons d'opinion ou pour leur vision politique. Donc déjà, il y a un revirement. Pourquoi? Parce que on peut dire devant, on peut dire des experts en la matière, ils ne peuvent pas vraiment nier l'existence des prisonniers d'opinion politique. Mais ils ont essayé un petit peu de passer du dîner total, on peut dire, à un dîner partiel. Donc déjà, ils commencent à faire quelques pas de reconnaissance. Et c'est pour cela que si on a justement à évaluer politiquement, si surtout les recommandations émises par, on peut dire, l'opinion internationale, dans le sens où les pays ou les ONG qui étaient présentes, si surtout justement par rapport à l'article 87 bis qui criminalise l'acte politique, c'est-à-dire si on veut analyser la situation, c'est qu'il n'y a aucune action, on pourrait dire, qui ne va pas mener à la prison, c'est-à-dire tout militant ou toute action est interprétée comme étant action terroriste, étant donné que des lois, on peut dire, ont été faites sur mesure pour, on peut dire, arrêter toute activité militante ou essayer justement d'isoler et même de tuer politiquement, je veux dire, on va dire, la vie politique même en Algérie. Et donc c'est pour ça que justement toute la communauté internationale et tous ceux qui sont intervenus, principalement un certain nombre de pays qui ont un poids comme les États-Unis, la France, etc., qui ont dénoncé justement ce genre de pratiques, qui ont justement demandé à ce que l'Algérie revoie sa copie par rapport à ces questions-là. Donc si on a à évaluer politiquement d'une manière générale, c'est que l'Algérie justement, elle est, on peut dire, mise je pourrais dire, on a mis à l'index un certain nombre de points, principalement par rapport à l'article 87 bis, qui, on peut dire, tue la vie politique en Algérie. تنميتك كمال دغلا مستان دبوز مثلا دبوز vous avez suivi comme nous tous certainement le procès des militants kabyles du 13 au 14 novembre et on aimerait bien savoir avoir votre lecture juridique concernant justement les jugements. Il y a eu des acquittements, il y a eu des condamnations. On aimerait bien avoir votre lecture par rapport à ces jugements et aussi est-ce qu'il y a-t-il un lien par rapport, enfin, est-ce que c'est un prélude à l'abrogation de l'article 87 bis, ou sinon y a-t-il un rapport avec les recommandations de l'examen périodique dont vous avez parlé tout à l'heure? Bon, l'examen périodique de l'Algérie a certainement influencé sur le comportement des autorités par rapport aux fermetures des champs des libertés, parce qu'en Algérie, maintenant, c'est le chaos, c'est-à-dire, il ne, comme m'a dit notre ami,
ils ne peuvent même pas nier. Maintenant, c'est tellement flagrant, les détenus d'opinion, ben, ils sont là, plus de 300 détenus, et ça continue, hein. Ils ont libéré quelques-uns, mais il y a Hamzi qui a été libéré et remis tout de suite Oui, après, même pas, je crois, 48 heures après. Au fait, le pouvoir en Algérie, il est en train, il est en train de paniquer. Il a fait cette loi 87 bis pour qualifier certaines actions politiques d'actions terroristes, ce qui est vraiment, j'allais dire, comique. Ça fait vraiment sourire les gens Et puis quand le ministre avait justifié, il a dit, écoutez, il n'y a pas un consensus sur la détermination de ce que peut être un acte terroriste. Et comme tout le monde a une définition, ben nous, on a notre définition. Et ça, c'est très maladroit parce que il y a une définition de l'ONU, du Conseil des Nations Unies, qui dit que le terrorisme comprend toujours l'intimidation ou la coercition d'une population ou d'un gouvernement par la menace ou la perpétration d'actes de violence causant la mort, des blessures graves ou la prise d'otages. C'est bien déterminé. Maintenant, il y a certains pays, peut-être même l'Algérie compris, qui ne sont pas d'accord avec cette définition. Ça les regarde eux. Mais cette définition, ça reste une définition unisienne et universelle. Et en aucun cas, les gens qui sont accusés en Algérie de terroristes, ils n'entrent en aucun cas, ni de près, ni de loin, dans cette définition. Il n'y a ni violence, ni menace, ni prise d'otage, ni rien. Il y a des actions politiques. Et la preuve, c'est que le jour de l'examen de, le jour de l'examen de l'Algérie, Farhat Mehenni, qui est accusé d'être terroriste et contre lequel l'État algérien a lancé un mandat d'arrêt international, s'était présenté à l'ONU. Et vous savez très bien qu'un terroriste, s'il était vraiment terroriste, il ne peut circuler librement au sein des instances onusiennes. Et donc ça, c'était un acte plus politique de la part de Farhat Mehni et de la part de l'ONU pour dire à l'Algérie que votre définition de terrorisme, elle est obsolète. Et ce qui est grave, il y a un double, c'est ce qu'on appelle euh, les, les assurances de textes juridiques, c'est-à-dire il faut que les textes juridiques ramènent une assurance. On ne peut pas écrire n'importe quoi. Quand vous décrivez n'importe quoi comme un acte de terroriste, vous faites une double erreur grave. La première, vous pouvez châtier n'importe quoi par des peines de mort. Aujourd'hui, ils ont prononcé 74 condamnations à mort, je crois, contre les gens qui sont accusés d'avoir assassiné Ben Smaïl. Ben Smaïl qui était arrêté par la police, qui était livré par la police à une population qui était en ébullition, et c'est la police qui avait dit à cette population que voilà le pyromane. Donc, on laisse tout ça de côté et on condamne 74 personnes à mort. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que essentiellement, cette session d'examen, c'est pour examiner s'il y a une mise à niveau des textes de loi de l'Algérie avec les normes internationales. Essentiellement, c'est ça, l'objet de l'examen. Maintenant, les gens qui sont présents, les pays qui sont intervenus et les ONG qui sont intervenus, ils rappellent dans leur ensemble euh, que les textes de l'Algérie n'ont pas été mis à niveau. Ils ont évoqué le code de la famille, ils ont évoqué
les lois sur les associations et ils ont évoqué, entre autres, l'article 87 bis. Mais il faut vraiment voir le fond de toutes les recommandations qui démontrent que l'Algérie est vraiment loin, mais alors très, très, très loin de se conformer au texte qu'elle a signé depuis 89, c'est-à-dire depuis alors 89, depuis presque 30 ans. Alors donc, quand ils évoquent les pratiques, c'est pour prouver que tant que vous ne changez pas vos textes, regardez ce qui arrive au peuple. Vous êtes en train de fermer les champs de liberté parce que vos textes sont comme ça, malgré que la Constitution, parmi les recommandations, malgré que la Constitution amendée dit dans ses dispositions que dorénavant, les associations vont être soumises à une loi déclarative au lieu d'être soumises à une demande d'agrément, mais la loi sur les associations est restée selon les dispositions anciennes. Et parmi les recommandations, des États ont remarqué que, en fait, l'amendement constitutionnel était vraiment superficiel. Il n'a amendé rien du tout. Et c'est vrai parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris certaines lois organiques, ils les ont juste intégrées à la Constitution. Ça n'a pas, il n'y avait pas beaucoup de choses dans la Constitution. La liberté de conscience n'est toujours pas là. L'islam est religion d'État et on sanctionne ceux qui choisissent une autre religion. Vous savez, Imam Abu Hafs était en prison parce il a choisi le christianisme, etc. Les Ahmadis qui ont subi et qui continuent à subir, malgré que c'est une école islamique, mais qui est rejetée par tous les pays musulmans, notamment, surtout, 4 pays qui sont l'Arabie saoudite, le Koweït, et l'Algérie, et puis je crois l'Indonésie et le Pakistan. Mais ils sont en Algérie, ils subissent j'étais leur avocat, je sais qu'est-ce qu'ils subissent. Ils subissent vraiment les pires des traitements. Ça, quand les intervenants apportent ces éléments-là, c'est pour prouver que vos textes que vous ne voulez pas changer pour qu'ils soient conformes aux normes internationales, voilà ce qu'ils peuvent produire. Et c'est tout à fait normal que l'Algérie, à l'approche de l'examen, mais c'est trop tard, elle essaye les derniers, c'est comme l'élève qui ne révise rien du tout, quand il lui reste 3 jours de l'examen du bac, il essaye de rattraper le retard, mais ça ne sert à rien parce que toutes les pratiques pendant 5 ans, elles sont là. Oh, ils ne peuvent rien cacher. تنمية مستند بزاف كمال مستند بوز هناك ذاك ثيجا وثاسيبتا تخدم مسفحات معني كمي كيشم وقبليت وقراو ناغا اسقامو نيزالتانكم ذان روندو يقبليت هذا الشيء لا دوبل اكسيون ياكي c'est un signe comme quoi l'ONU la communauté internationale مع جيلها ما كان الجزائر لكن قبل غيبقاش يدي سوبر يفكر دي ريكومونداسيون غيوليها يعني المقرر يوليها الجزائر وسنا هاتي يولي هنا كي ناسكو غوريك دابا الجزائريين اثني خدم اثني سومرس نا لي زابليكي على. À mon avis, d'abord, il faut partir de la nature du régime algérien et à partir de là, on va essayer de voir quelle serait la stratégie du pouvoir algérien. Est-ce que vraiment il va améliorer la situation de droits de l'homme en Algérie? Ça veut dire qu'il va essayer d'appliquer les recommandations de l'opinion internationale, ou bien il va recourir toujours à sa méthode habituelle, c'est-à-dire la ruse, en faisant changer quelques éléments non importants, superficiels, juste pour faire de la politique du spectacle, pour, on peut dire, justement, en quelque sorte, avoir un petit peu de l'acceptabilité par rapport de la part de l'opinion internationale. Donc, c'est entre les deux. Donc, le régime algérien, d'une manière générale,
il est classé comme un régime autoritaire, c'est-à-dire dans la zone grise, ni démocratique, ni soi-disant dictatorial ou totalitaire. Mais moi, personnellement, à chaque fois que le régime se sent justement affaibli par l'action politique, par des militants, parce qu'il y a une société civile qui bouge, parce qu'on voulait en quelque sorte y aller vers la véritable démocratie, même si c'est un long chemin, mais des acteurs politiques sur le terrain essayent de changer les choses, et c'est pour ça justement le pouvoir algérien a, on peut dire, institué ou constitutionnalisé la criminalisation de l'acte politique pour pouvoir réduire et anéantir, on peut dire, les opposants politiques. D'ailleurs, après, on va se poser des questions sur la nature du procès, justement, des militants jugés devant, on peut dire, la cour criminelle d'Arbaïda. Donc, à mon avis, le régime ne va pas vraiment appliquer les recommandations d'opinion internationale, dans le sens où il pourrait peut-être toucher à certains articles. C'est vrai, même lors du procès, on a, selon ce qui a été rapporté par les présents lors du procès, c'est comme si on n'a pas vraiment appliqué l'article 87 bis, mais il est appliqué pour certains et pas pour d'autres. Donc déjà, le pouvoir est dans la manœuvre. C'est juste parce que justement, il vient de subir cet examen-là périodique universel et en quelque sorte de jouer la carte politique spectacle. Donc moi, je ne suis pas convaincu, tant que le régime algérien se sent menacé, tant que le régime algérien, il y a encore des luttes claniques, tant qu'il ne s'est pas stabilisé, tant qu'il voit de la menace partout, parce qu'il est, justement, comme a été souligné par Mesdebouze, le pouvoir est en panique, il ne sait pas quoi faire réellement au fond, il n'y a pas de cohérence. Et en même temps, la nature du régime algérien, il n'y a pas un centre de décision. Il y a plusieurs centres de décision, il y a peu de cohérence, il y a toujours ces luttes claniques, et donc un clan a peur qu'il est dominé par un autre, et c'est pour cela justement, je ne pense pas qu'il y ait une cohérence et qu'il y ait qu'on va y aller vraiment appliquer ces recommandations-là, mais le pouvoir toujours va jouer la carte politique spectacle, dans son de temps en temps, il libère justement certains détenus pour essayer un petit peu d'induire l'opinion internationale en erreur. Mais justement, le régime algérien veut rester dans cette zone grise, au moins pour ne pas être qualifié d'un régime dictatorial ou totalitaire. Mais réellement, au fond, si on a analysé profondément par rapport aux pratiques sur le terrain politique, par rapport à la politique menée par le pouvoir algérien, par le régime, c'est qu'on va comprendre que le pouvoir algérien est un régime composite, c'est-à-dire il est autoritaire, en même temps dictatorial, en même temps totalitaire. Parce que si on veut regarder sur un plan idéologique, il veut imposer son idéologie arabo-islamique. Donc on est dans le totalitarisme, parce que toute idéologie, toute vision du monde qui diffère justement de cette vision-là, il doit être combattu. Il est dictatorial parce qu'il y a, qu'on le veuille ou non, il y a une dictature militaire, il y a la suprématie, on peut dire, du militaire sur le civil, et autoritaire parce que justement, on n'est pas dans la démocratie, il réprime et on n'est pas dans le véritable pluralisme. Donc c'est pour ça que justement, on va trouver des élections qui sont, on peut dire, des élections justement pour l'opinion internationale. C'est un jeu, c'est une parodie, c'est du théâtre. Réellement, au fond, il n'y a jamais eu d'élection sérieuse ou crédible depuis 1962. Donc, tant qu'il n'y a pas tant que le régime algérien il essaie de vendre cette facette un peu dans cette zone grise, le pouvoir algérien est, on va dire, il veut rester dans l'acceptabilité, on peut dire, sur un plan international. Donc moi, personnellement, je n'en suis pas convaincu que le régime algérien va y aller vraiment changer, ne serait-ce dans les médias, même si c'est un combat, tant qu'il n'y a pas justement de véritable dynamique dans la société, même par rapport aux acteurs politiques, qui pourrait changer les choses. Et surtout, le régime algérien, dans le contexte actuel, il saisit justement le contexte international actuel par rapport à la guerre, surtout en Ukraine. Il est
c'est comme le régime algérien, il s'est vendu clairement et sous la protection du régime russe, voilà, de Poutine, clairement. Et c'est pour ça que le régime algérien va continuer encore à, à ne pas réellement, au fond, appliquer ces recommandations, même s'il va essayer un petit peu faire quelques efforts juste pour l'opinion internationale. Il y a lieu juste de souligner que c'est important que l'arrière-fond, on peut dire l'arrière-plan par rapport à la guerre en Ukraine, il ne faut pas oublier que les États-Unis, justement, ont dit clairement, par rapport à ces questionnements-là, par rapport à cet examen-là, qu'il arrête d'harceler les journalistes, tout défenseur des droits de l'homme. Donc on sait que les États-Unis, par rapport à la relation de l'Algérie par rapport à la Russie, que les États-Unis ne vont pas fermer les yeux et que la question des droits de l'homme va être soulevée. Et on sait, même si c'est pour des raisons d'intérêt, mais ça va être aussi des pressions qui vont être exercées sur l'Algérie, principalement par les États-Unis, même par la France, même si à un degré moindre. Je reviens vers vous en parlant justement de ces condamnations. Parmi les condamnations du procès de lundi du 13 au 14 novembre, il y a eu des condamnations à perpétuité dont, vous l'avez cité, Farhat Mani, le président de MAC GPK. Ma question, a-t-elle une explication juridique si, citons jamais, le pouvoir va faire tomber l'article 87 bis, ou sinon c'est c'est un jugement politique? Non, c'est un jugement politique. On condamne Farhat Mani à perpétuité, c'est justement, ils ont fait appliquer les dispositions de l'article 87 bis. Mais Tous les gens qui... ma question, si le 87 bis, il va tomber pour les autres détenus. Mais il ne va pas tomber le 87 bis. Non, non, le 87 bis, il ne va pas tomber. On aura peut-être un 87 bis 2. Parce qu'il faut comprendre que le régime algérien est de nature il est obligé de fermer le champ de liberté parce que sinon, il tombe. S'il ouvre le champ des libertés, il tombe. C'est sa nature. Il a la force de résister à toutes les pressions internes et externes pour ne pas changer. Mais il ne peut pas apporter de solution. Il ne sait pas gérer. Il n'a pas les compétences pour prendre en charge la société algérienne avec toutes ses diversités. Mais il a les moyens, il a l'argent, il a les armes, il a le pouvoir, l'autorité qu'il faut pour corrompre tout le monde et à l'intérieur et à l'extérieur, corrompre ce qu'il peut faire, ceux qu'il peut corrompre pour pour un peu diminuer ces pressions. Si le régime algérien pouvait changer, c'est la quatrième fois qu'il se présente devant la communauté internationale avec la même copie, avec exactement la même copie. On devait abolir la peine de mort. Ça fait 20 ans qu'il y a un moratoire dans la perspective d'abolir la peine de mort. Il se présente et il dit la culture de la société algérienne est une culture islamique et donc la peine de mort, c'est impossible qu'on l'abolisse. Il n'y a aucune volonté du pouvoir algérien pour changer. La communauté internationale attend de l'Algérie des changements importants, surtout par rapport à la cause de la femme, à la peine de mort et aux libertés d'association et d'expression et de manifestation. Ces trois axes essentiels, l'Algérie, elle est claire et nette. Il n'est pas question de toucher à ça. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que l'Algérie a dit que je ne veux pas changer. Et ce n'est pas à cause, c'est un acte désespéré. C'est-à-dire, ils sont pieds au mur, c'est-à-dire, ils sont dans leur coin. Vous avez vu comment que le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice a réagi devant la communauté internationale. C'est quelqu'un qui est complètement désespéré. Quand vous dites
on n'a pas de détenus d'opinion, on en a un petit nombre. Eh ben, demain, il va nous dire, on n'a pas volé beaucoup, on a volé un peu. Et après, il va nous dire, on n'a pas tué beaucoup, on a tué un petit peu. On n'a pas fraudé beaucoup, on a fraudé un petit peu. Donc, toute la question est dans le petit peu, c'est combien le petit peu? C'est-à-dire, ils veulent jouer dans les chiffres. Si vous lui dites, c'est quoi un petit peu, il vous dit, ben, écoutez, l'Algérie, elle compte 45 millions, on n'en a que 3 000 ou 4 000 en prison, c'est rien du tout. Faites, la relation, vous allez voir. Or, dans les normes internationales, un détenu d'opinion, c'est beaucoup. Un, un, voler un dinar du trésor, détourner un dinar du trésor public, c'est beaucoup. La notion dans le droit, la notion de peu et beaucoup ne compte pas. C'est le geste incriminé qu'il faut. Vous avez une loi qui vous autorise à tuer. Vous avez une loi qui vous autorise à voler. Vous avez une loi qui vous autorise à mentir. Vous avez une loi qui vous autorise à mettre des gens innocents en prison. Vous ne pouvez pas me dire j'ai cette loi, mais je mets quelques-uns. Je ne mets pas beaucoup de gens. C'est des arguments vraiment désespérés que le ministre de la Justice a présentés. Donc, depuis le premier examen, si vous examinez, si vous allez dans les archives, il y a dans le site du commissariat, il y a la copie de l'Algérie, elle présente son rapport, il y a les recommandations, vous allez voir que c'est la même copie en 80, en 2012, c'est encore la même copie en 2008, après 2012, 2017 et aujourd'hui. C'est à 90% les mêmes recommandations et les mêmes arguments présentés par l'Algérie. C'est-à-dire aujourd'hui, l'Algérie, elle est en train de dire à l'opinion internationale, nous, on a ratifié les conventions internationales parce que quand ils ont ratifié les conventions, quand ils ont commencé à ratifier les conventions internationales. Ils ne savaient pas que ça entraînait des engagements. Ils pensaient que si je ratifiais les conventions internationales, ça veut dire que voilà, je suis dans le club des gens qui se disent respectueux des droits humains. Seulement, il y a ce mécanisme. Vous venez tous les 5 ans nous rendre, vous avez ratifié, cette ratification vous engage au changement de vos lois internes, qu'elles soient conformes. Et pour maintenant savoir si vous l'avez fait ou pas, eh bien, il faut vous présenter devant les instances internationales. Et puis, il y a tous les membres qui sont là, qui sont au courant et qui vous disent qu'est-ce que vous avez fait. Et à chaque fois, vous dites, au début, c'était, bon, on n'a pas le temps. C'est encore, la société n'est pas prête. Si vous lisez les réponses de l'Algérie en 2008 et en 2012, c'était à peu près ça. C'était, on est en train d'installer le Conseil des droits de l'homme de l'État. On est en train d'installer l'autorité de l'audiovisuel. On est en train de préparer les instruments parce qu'il y a un travail pédagogique à faire. OK, on revient en 2017. À partir de 2017, c'est écoutez, nous, on est comme ça, on ne peut pas changer. Aujourd'hui, la réponse de l'Algérie, c'est ça. Nous, on ne peut pas abolir la peine de mort parce que nous sommes des musulmans et on doit appliquer cette peine. C'est bon, je l'ai dit grossièrement, mais c'est dit dans un langage diplomatique comme ça. C'est-à-dire aujourd'hui, l'Algérie, elle est en train de dire à la communauté internationale, nous avons ratifié ces conventions internationales, mais on les interprète à notre façon. Il n'y a pas les droits de l'homme. La communauté internationale, elle dit les droits de l'homme sont universels et indivisibles. L'Algérie, elle dit, elle est en train de répondre à la communauté internationale, les droits de l'homme que moi, je veux revendiquer sont valables. Les droits de l'homme que les autres veulent revendiquer et qui me dérangent, moi, j'en veux pas. Pourquoi? Ben, moi, je suis d'une culture qui me permet de faire ça. En gros, c'est ça. Et donc, ça ne peut pas aller très loin.
sur le plan juridique, ça ne peut pas aller très loin. C'est-à-dire au prochain examen qui aura lieu peut-être dans 4 ou 5 ans, j'imagine que des sanctions peuvent commencer à tomber sur l'Algérie. Parce que tous les pays conservateurs, regardez les pays de la région, la Tunisie, le Maroc, l'Égypte, le Moyen-Orient, regardez l'Arabie saoudite, le fief de l'islam. Ils sont tous en train de se préparer sérieusement à un changement radical de leurs lois. Le prince de l'Arabie saoudite a même dit qu'il y a beaucoup de textes religieux qui sont plus valables. Le Bukhari, il a volé 80% apparemment des hadiths de Bukhari, apparemment. Mais ce n'est pas les hadiths qui gênent, ça c'est un geste psychologique, c'est-à-dire il est en train de se démarquer de l'islam comme source, c'est-à-dire il est en train de préparer l'opinion saoudienne pour se abandonner l'islam comme source de législature, de législation. Vous voyez, parce qu'en Arabie saoudite, la première source de législation, c'est la religion, c'est l'islam. Et ce principe, il met l'Arabie saoudite en porte-à-faux par rapport à tous les principes fondamentaux de. Donc, le prince, il est en train de préparer une rupture entre ce principe de l'islam comme source unique de législation vers une période de transition qui pourrait être une partie de la législation qui peut être inspirée des traités internationaux, etc. Et donc, avec le système le système, la loi positive, on va dire, quelle que soit sa nature, mais les mécanismes, c'est ça qui importe, et pour entamer progressivement une défalcation vers un système plus ou moins accepté par la communauté internationale. Or, l'Algérie, ce qui se passe en Algérie, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire l'Algérie, depuis 1962, toute la, tout- tous les mécanismes qui étaient mis en place, c'est des mécanismes de loi positive. La religion était vraiment le dernier recours, mais c'était vraiment théorique comme source de législation. Aujourd'hui, à partir de 1984, le Code de la famille est la seule loi tirée de la religion et qui fait référence à la religion. C'est la seule. Et ce caillou dans la chaussure, il est là, il voudrait contaminer tout le système juridique. Et il y a des forces conservatrices, dont Tebboune, hein, parce qu'il faut savoir que Tebboune, Oulid Zawiya, comme on dit, c'est le fils de Zawiya. Son père était parmi les ulama, et donc vous voyez la mentalité. Et autour de lui, il se construit tout un système conservateur avec les islamistes qui sont arrivés dans les années 90, etc. Donc, au moment où les pays les plus conservateurs essayent de s'écarter un peu de cette législation divine, l'Algérie, elle essaye de faire marche arrière et elle essaye de se convertir d'un système de législation positive vers un système de législation divine. دونك اللغه العربيه كمل اللغه لماذا شرعني دي دران 13 14 on vers dans le procès du 13 au 14 finalement Kemal est-ce que c'est un pensée politique autrement dit poser la question autrement qu'est-ce qui le distingue ce procès-là des autres types de procès Guylaine? Premièrement, pour répondre à la question, il faut bien se poser une autre question. Le procès politique est conditionné par la nature du régime. C'est-à-dire, d'abord se poser la question, est-ce que le régime algérien est démocratique? Est-ce que le régime algérien accepte la pluralité? La réponse est bien sûr non. Donc, nous avons, on peut dire, deux grands types de pouvoir. C'est-à-dire, lorsque nous avons un pouvoir monolithique qui ne pense
qu'on peut dire à une seule chose, il n'admet pas la diversité, donc déjà, c'est un problème. Est-ce que nous avons affaire à un pouvoir pluraliste qui accepte la démocratie? La réponse est négative. Donc déjà, la nature du régime algérien n'est pas propice pour des procès, on peut dire, équitables et justes. Et surtout, lorsqu'on va regarder ce procès-là, clair et net, tous les militants ou tous les accusés sont arrêtés de manière injuste. La procédure, donc, il sort du cadre, on peut dire, de la logique de justice indépendante. Donc, ils sont arrêtés arbitrairement pour des raisons politiques. Donc, il n'y a aucun doute que ce procès-là est un procès politique. Et d'ailleurs, comment il est défini, le procès politique, par Otto Kirchner? Il dit que c'est un procès criminel pour un adversaire ou des adversaires politiques pour des raisons politiques. Donc, il n'y a aucun doute pour répondre que c'est un procès politique parce que le régime algérien, il se sent qu'il est un peu fragilisé pour mettre à l'écart ou disqualifier ses militants ou tout, mais aussi c'est pour transmettre un message, c'est pour terroriser, c'est pour dissuader et c'est pour, on peut dire, terroriser toute la société à travers ce procès-là. Donc la procédure est purement arbitraire. Il y a une certaine sélection de militants, même si des fois tu te poses des questions pourquoi on arrête telle personne, mais on a essayé d'arrêter des militants bien connus, c'est un message, mais en même temps on a arrêté des personnes qui étaient inconnues, juste pour une simple publication dans les réseaux sociaux. On arrête quelqu'un parce qu'il a émis un point de vue, où il a dénoncé des arrestations, où il a dénoncé une injustice, quelle que soit sa nature, il est automatiquement arrêté. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve à des centaines d'arrestations, parce que le pouvoir voulait en quelque sorte, il y a une terminologie qui est utilisée, ce qu'on appelle la pédagogie de l'effroi. Ça veut dire ce genre de condamnation, ce genre de procès, pour le pouvoir en Algérie, c'est une forme de pédagogie pour pouvoir justement dissuader les gens. Donc, Daboul Zayer, il voulait nous dire que l'activité politique, elle est réservée juste à la inuhniken, c'est-à-dire que tout ce qui concerne la gestion de la cité, ça concerne la nomenclature du régime, il est réservé à une certaine classe parce qu'ils détiennent la vérité. Les citoyens ne sont pas à la hauteur pour comprendre les véritables enjeux et ils ne savent pas où est l'intérêt pour l'Algérie. Et c'est pour ça, toute action politique, on va te coller l'étiquette d'atteinte à l'unité nationale, c'est du terrorisme. Justement, c'est pour ça que l'Algérie a émis une définition particulière du terrorisme pour pouvoir justement tuer toute activité politique. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que l'Algérie propose une définition particulière. Si on va revenir aussi, par exemple, à la pseudo-officialisation de Tamazight, la langue officielle qui est, on peut dire, inscrite dans la Constitution algérienne, c'est une définition propre à l'Algérie, alors que les sociolinguistes et les spécialistes du domaine disent que la langue officielle, c'est la langue des institutions de l'État. Alors que dans l'action algérienne actuellement, Tamazight ne doit pas être une langue des institutions parce qu'elle est réservée exclusivement à la langue arabe. Donc, c'est pour comprendre un petit peu la ruse du régime. À chaque fois, il nous propose des lectures particulières juste pour, en quelque sorte, dire à l'opinion internationale que nous avons des textes, on essaie de les appliquer. Et c'est pour ça, justement, il a inscrit l'article 87 bis pour criminaliser l'acte politique, c'est pour dire que nous avons des lois, on les applique. Alors que, justement, pour dire aussi que le procès est politique, il faut être aveugle ou ne pas reconnaître la réalité. Nous n'avons pas de juge indépendant. Nous n'avons pas de justice indépendante.
Donc, on ne peut pas parler de justice indépendante en Algérie. Mais il faut bien souligner aussi autre chose, que le procès politique n'est pas propre aux régimes autoritaires, dictatoriaux ou totalitaires. Il y a même dans des régimes démocratiques quelques procès qui peuvent être qualifiés de politiques. Donc c'est pour ça qu'on doit faire un petit peu attention. Imaginons que dans des régimes démocratiques, il peut y avoir des procès politiques. Imaginons la situation en Algérie, là où il n'y a plus de démocratie, là où on interdit toute action politique et essayer de tuer, on peut dire, la société civile et de laisser le terrain juste au relais du régime. Donc, tant qu'il n'y a pas de démocratie, tant qu'il n'y a pas de justice indépendante, il y aurait, et on va assister à d'autres procès politiques parce que le régime algérien, il n'est pas encore dans une situation où on peut avoir des procès équitables. Donc, pour terminer, c'est qu'on va dire que les procès politiques en Algérie vont continuer tant que la nature du régime ne change pas et tant que même la composante humaine qui continue encore de gouverner en Algérie est la même. On n'a pas changé de sociologie de la composante politique au sein du sérail. On va continuer malheureusement à bricoler et à, on peut dire, avoir des jugements et non pas la possibilité, la justice algérienne n'a pas les moyens, on peut dire, pour rendre justice. Je reviens vers vous, Maître Debbouze. J'allais vous poser la question quant à la possibilité, s'il y a la possibilité pour le régime algérien de revoir un peu sa copie du code pénal par rapport à cet article 97 suite à la pression internationale, ou va-t-il continuer à faire la sourde oreille? Mais apparemment, vous avez répondu avec une réponse un peu plus pessimiste, même trop pessimiste, comme quoi c'est pas possible d'après vous. Mais qu'est-ce qui va arriver dans le cas où il fera sourde oreille? Est-ce que la contrainte internationale, d'autres paramètres pourront peut-être lui faire changer d'avis ou le forcer plutôt à changer d'avis, malgré lui? Écoutez, moi, je vous dis que ce régime ne changera pas. C'est pas du pessimisme, Ouais. ça, c'est du réalisme. Un régime qui ne change pas, il est appelé à disparaître. Donc, le changement n'aura jamais lieu avec ce régime. Il aura lieu quand ce régime va disparaître. Et ça sera un changement radical. C'est pas seulement les lois qui vont changer, c'est l'architecture de l'État algérien, c'est toute l'architecture de l'État algérien qui va changer. Nous avons maintenant en Algérie, comme disait un ami, une photocopie de très mauvaise qualité du système colonial, du régime jacobin français, qui lui-même est l'une des plus mauvaises formes d'organisation d'un État. C'est-à-dire aujourd'hui, les meilleurs États au monde ne sont pas des États centraux, ce sont des États locaux. Là moi, je vis en Belgique. Ben, croyez-moi, en Belgique, c'est la commune qui détient la plus grande part de l'autorité de l'État. Après, vous avez eu la région et vous avez le système fédéral, ils détiennent des prérogatives vraiment, j'allais dire, d'orientation à peu près, de représentation au niveau international et au niveau régional. Mais quand moi je vais à la commune pour régler un problème, la décision se prend sur place. C'est la commune c'est le pouvoir local qui décide de tout. En France, vous avez la préfecture et la sous-préfecture. C'est comme la wilaya. Donc, j'étais en train de vous dire que c'était une photocopie de très mauvaise qualité d'un système qui lui-même n'est pas le meilleur au monde. Donc, euh, avec la nature de la société algérienne, avec toutes les diversités qu'il y a au sein de la société algérienne, vous ne pouvez pas changer le peuple. Ce que essaie de faire le pouvoir depuis 1962 jusqu'à aujourd'hui, c'est de changer le peuple. Et cet exercice étant impossible à faire, il finira par disparaître parce que les moyens qu'il a pour exister, c'est des moyens artificiels.
Regardez, regardez, je vais vous donner un petit exemple. Regardez l'entraîneur de l'équipe nationale. Parce que le peuple a voulu Belmadi, ils l'ont ramené, l'entraîneur de l'équipe nationale, malgré que les échecs depuis la Coupe d'Afrique, c'est des échecs cuissants. Mais parce que c'est le peuple qui le voulait, le peuple, il le maintient, il le soutient. Ce n'est pas le cas du régime. Le régime, il est vomi partout, par le peuple et par toute tendance confondue. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi il n'y a pas de changement en Algérie? C'est parce que toutes les tendances au sein de la société sont d'accord pour dire que le régime ne nous convient pas, mais ils ne sont pas d'accord pour le projet de société. Vous avez au moins deux grandes écoles. Vous avez les laïco-modernistes et vous avez les conservateurs religieux ou la islamiques. Et donc, ce sont deux projets complètement à l'opposé l'un de l'autre. C'est pour ça que les deux groupes, au moins ces deux groupes, s'il n'y a pas encore plus, ne peuvent pas se faire confiance et ne peuvent pas faire alliance pour faire tomber le régime. Mais le régime, il va tomber par la force des choses, quand il n'aura plus les moyens de se maintenir. Parce qu'un régime, il peut rester en place par la force ou par son ancrage populaire. En Algérie, il n'a pas d'ancrage. Il n'a que cette force qui est la monnaie et les armes et l'autorité. C'est des trucs qui disparaîtront de toutes les manières. L'autorité elle-même, elle est en train de se casser entre elles. C'est-à-dire, vous avez au sein du pouvoir, ils sont en train de se faire la guéguerre. Il y a au moins, je crois, 15 jours de ça, 11 officiers supérieurs ont été arrêtés et mis en prison pour être jugés. Donc, c'est un régime qui est en train de euh, à force de vivre avec les contradictions, il ne supporte plus ces contradictions. Donc, il y a déjà l'autorité de l'État qui est en train de, se, de disparaître un peu. Il lui reste l'argent et les armes, même. Maintenant, les armes, c'est des armes qui font beaucoup plus peur quand nous. Je pense que on est en train de voir qu'ils sont en train d'acheter de la quincaillerie russe. Il n'y a pas 6 ou 7 ans que même Bouteflika avait rejeté des avions russes pour dire que ce sont des équipements qui sont truqués, qui ne répondent pas aux normes. Alors donc, votre meilleur allié en armement depuis 1962, si vous commencez à un moment donné, parce que c'était un peu trop flagrant de lui dire, écoutez, cette partie des équipements n'est pas adéquate, ça veut dire que les autres équipements, sachant que vous n'êtes pas peut-être dans la mesure de juger tous les équipements, avec toutes les incompétences qu'on est en train de voir, peut-être qu'ils vont acheter du n'importe quoi. Donc, l'aspect matériel, armes et tout ça, il peut aussi être fragilisé. Il leur reste la monnaie, le flux, le pétrole et le gaz. Et nous savons qu'aujourd'hui, ce n'est plus. Déjà, elle est mal utilisée. Ils sont en train de la dilapider à droite à gauche pour des trucs à l'intérieur, à l'extérieur. Et puis, il y a les détournements qui sont énormes. Regardez un petit pays comme le Qatar. J'ai un ami qui le qualifie d'un porte-avions. Il me dit ça, c'est un porte-avions qui est là, qui a la forme d'un pays, qui arrive à influencer au niveau de toute la région de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Il a son influence par l'argent. Et vous avez, moi j'ai vu tout à l'heure Tebboune avec les responsables du Qatar. Yani, ils m'ont dit, s'il vous plaît, donnez-nous quelques miettes pour nous permettre d'exister encore. Un grand pays de l'Afrique du Nord, quand je dis grand, c'est par la surface, par ses richesses humaines et par ses richesses naturelles, qui va mendier chez un petit pays qui est né en 1971. En 1971, l'Algérie était déjà
bien installé sur le plan international. Donc, il y a vraiment, le régime ne changera pas, mais il va disparaître. C'est une question de temps, dans 2 ans, dans 20 ans, dans un siècle peut-être, je ne sais pas. Mais le jour où il n'aura plus le moyen de résister, il disparaîtra. Il y aura euh, un vrai État qui, je le souhaite en tout cas, qui va représenter la société algérienne avec toutes ses diversités. Justement, ce sera la dernière question que je vais vous poser tout à l'heure, mais avant cela, je pose la dernière question à Kamel. Kamel, Maître Debbouze, il a parlé de la France, bien du système algérien, il a calqué le système administratif français pour ne pas dire le système jacobin français démocratique au moins, comme il disait ça dit dans une précédente intervention à lui. Donc, ma question, Kamel, en revenant à ce procès-là, on a observé, on a vu des magistrats bizarrement qui confondent toute forme de décentralisation à l'atteinte à l'unité nationale. Donc, comment vous expliquez ça? Moi, Et ce n'est pas uniquement question du MAC qui veut l'indépendance de la Kabylie, mais toute personne ou tout militant kabyle qui prend une forme de décentralisation, qu'elle soit autonomie, fédéralisme, régionalisation, peu importe, il les met au présent. C'est comme si, pour lui, demander une décentralisation, c'est atteindre à l'unité nationale. Comment vous expliquez ça? j'aimerais bien que ma réponse va être complétée par Maître Debbouze par rapport déjà à la formation des magistrats. Il connaît mieux que nous la nature de la formation. Parce que moi, personnellement, je n'écarte pas, on peut dire, le paramètre de l'incompétence des magistrats. Parce que il y a lieu de se poser la question, quel est le contenu de la formation de ces magistrats? Et de se poser la question, dans quel conditionnement sont formés ces magistrats-là? On sait que l'école algérienne n'est pas dotée des moyens pour pouvoir développer un esprit critique. Mais lorsqu'on arrive à ce niveau-là, on peut dire de cadre et d'avoir des magistrats qui développent ce genre de discours que je qualifie absurde, ça on peut dire, traduit, on peut dire, cette formation médiocre. Deuxièmement, ce sont des juges qui ne sont pas indépendants déjà, parce qu'on n'est pas dans un régime démocratique pour que la justice soit indépendante. Donc, ils sont au service de l'idéologie dominante, c'est-à-dire l'idéologie arabo-islamique. Il faut qu'ils centralisent, parce que pour eux, tout ce qui est décentralisation, quelle que soit sa nature, c'est une manière de laisser de l'espace, de perdre des espaces de pouvoir. Et il y a beaucoup de magistrats qui aimeraient rester des fonctionnaires et n'ont pas revendiqué une justice indépendante où le magistrat pourrait être au-dessus même dans certaines situations du pouvoir exécutif. Il y a beaucoup de magistrats qui aimeraient continuer à être de simples fonctionnaires au service du pouvoir exécutif. Donc, un magistrat incompétent ne peut pas revendiquer une justice indépendante. Et c'est pour cela qu'il y a aussi un autre aspect historique. Je vais terminer par rapport à ça. C'est que le régime algérien a rejeté les résolutions du Congrès national, et cela depuis 1957 au Caire. Donc, le fait que le régime algérien actuellement rejette les résolutions du Congrès national, ça veut dire l'esprit de la justice en Algérie, il dépend de ces conditionnements-là, et donc les magistrats, les juges ne peuvent pas, on peut dire, développer une certaine culture élevée, au moins de cacher leur langage ou leur intervention absurde. Et c'est pour cela, pour terminer, je pourrais dire que ce genre de comportement, malheureusement, ça traduit, on peut dire, la déliquescence et la déliquescence des institutions de l'État, parce que lorsqu'on entend ce genre de questions, ça traduit le niveau
vraiment inquiétant ici avec ces cadres-là qu'on pourrait y aller, que ce soit vers une justice indépendante ou vers un état de droit en essayant de donner la responsabilité à ce genre de magistrats pour réellement mener l'Algérie vers, on peut dire, un état démocratique et un état réellement au fond de droit. Donc, ne sous-estimons pas l'incompétence de ces magistrats, même si on sait qu'ils reçoivent des directives. Ou peut-être même, la question qui se pose, est-ce que le questionnaire des magistrats, est-ce que c'est eux qui les rédigent ou ils ne sont là que pour lire le questionnaire? Je me pose des questions. J'espère Maître Debbouze, peut-être qu'il connaît mieux que moi par rapport à ce genre de choses, pourrait un petit peu nous aider aussi à parler un petit peu sur cet aspect-là. Je vais combiner, nous avons accepté de continuer avec Maître Debbouze, juste pour enchaîner par rapport à ce qu'il vient de dire Kamel. Est-ce que, juste pour finir la question, quel type de constitution, comme vous avez dit, le système va tomber inévitablement, quel type de constitution préconisez-vous pour une gestion harmonieuse de la cité et en tenant compte de toutes les spécificités culturelles, linguistiques, religieuses du peuple, enfin des Algériens à l'avenir? Moi, je préfère un pouvoir local fort. Maintenant, c'est des idées que la société, c'est pas une personne qui peut rédiger une constitution. Il faut un débat. Il faut que la société euh, s'exprime. Il faudrait qu'on soit un peu lucide, objectif pour dire les choses. Et en ce moment-là, on pourrait s'entendre sur des principes qu'on pourra après mettre dans une constitution. Les meilleures constitutions au monde, ce n'est pas des constitutions qui contiennent des centaines d'articles de loi. Ce sont des constitutions qui contiennent des principes et qui sont faites avec une bonne foi. La constitution actuelle en Algérie, c'est une constitution qui contient la chose et son contraire en même temps. Vous avez toutes les dispositions, elles sont comme ça. Et le pouvoir, il fait valoir ce qui lui plaît quand ça lui plaît, qui peut être contraire à une autre disposition, qui peut utiliser une prochaine fois quand il aura intérêt à l'utiliser. Bref, pour juste dire par rapport aux juges, euh, le facteur le plus important, ce n'est pas la compétence des juges. Moi, j'ai trouvé des juges, je peux dire qu'ils ont l'aptitude de faire du bon travail, mais ils n'ont pas les moyens de le faire. Pourquoi ils n'ont pas les moyens de le faire? Ben parce que la justice en Algérie, quand on dit la justice n'est pas indépendante, ce n'est pas une question d'un général qui prend le téléphone, qui appelle un juge qui a peur de lui. Non, parce que la Constitution prévoit que c'est le président de la République qui nomme les juges et qui met fin à leur carrière quand il le veut. Donc, si vous êtes juge et vous savez que vous êtes nommé par décret présidentiel et vous savez que vous pouvez être radié à n'importe quel instant, donc vous n'êtes plus juge, vous êtes fonctionnaire. Vous êtes fonctionnaire qui peut parler le langage des lois et qui peut même avoir des dispositions. Et quand vous parlez aux juges, ils vous disent, il y a 6000 juges, un peu plus de 6000 juges en Algérie. C'est vrai, moi, je leur disais, quand ils me disaient, qu'est-ce que je peux faire, c'est mon travail, ben, je leur disais, ben, devenez avocat, vous avez la possibilité de devenir avocat. Venez chez nous et ben, attaquez comme on le fait nous, mais en fin de compte, il y aura, tant que le système est comme ça, il y aura toujours des juges qui sont à la merci du pouvoir central. Ça, c'est d'un. De deux, quand on parle de la justice des téléphones, on pouvait dire que des gens, c'est une image, mais non, c'est pas une image parce que maintenant, aujourd'hui, en 2019, quand j'ai été arrêté à Alger et emmené à Rdaya, à Taradeit, ben, il voulait me mettre en prison. Le procureur général de Taradeit voulait me mettre en prison, donc il influençait le juge d'instruction. Nous, on ne le savait pas, on le savait pas. Et comme il y avait tous les avocats qui ont fait grève générale, regardez, parce que les avocats, c'est une profession,
pourtant, il y a 40 000 avocats. C'est une profession qui est gérée par les avocats, qui n'est pas sous l'autorité du pouvoir central. Ben, ce jour-là, toute la corporation, 40 000 avocats, plus de 40 000 avocats, avaient décrété une grève générale et ils avaient dit que si Debbouze est mis en prison, on ne revient pas au travail jusqu'à ce qu'il soit libéré. C'est pourquoi un cadre du ministère de la Justice avait appelé le tribunal de Tardet pour leur dire, selon le procureur général, hein, parce que lui, il a dit ça, moi j'ai dit non, peut-être qu'il a appelé, c'est vrai, nous avons la preuve qu'il y a un cadre du ministère qui appelle les juges pour leur donner des ordres, mais vous, le procureur général a dit que c'était pour empêcher que je sois mis en prison, moi j'ai dit c'était pour obliger le juge d'instruction peut-être pour me mettre sous contrôle judiciaire. Et donc, si ce juge d'instruction était libre, il ne m'aurait même pas fait un mandat d'arrêt. Donc, et le procureur général de Tardet avait mis ça sous forme de communiqué. Et dans le communiqué, il avait écrit qu'un cadre du ministère a appelé le tribunal de Tardet pour faire des pressions pour obtenir un résultat donné. Donc là, nous avons un document qui prouve que la justice en Algérie marche avec le téléphone. Et depuis cet incident, quand je plaidais en Algérie dans des affaires politiques, je sortais ce document et je disais aux juges, Monsieur les juges, quand on vous dit que ça fonctionne avec le téléphone, on n'exagère pas parce que j'ai la preuve ici. Voilà ce qu'a dit le procureur général de Tardet. Donc, vous voyez très bien que c'est le système. C'est un problème de système, beaucoup plus. Quand le système fonctionne correctement, il y aura de la liberté d'expression. Et quand il y aura de la liberté d'expression, beaucoup de gens qui ont une conception des choses tordue, juste en écoutant certaines explications, ils vont commencer à changer d'opinion, ils vont commencer à devenir plus ou moins objectifs, plus ou moins sensibles aux questions de justice et aux questions de droit, etc. Donc, après, vous avez bien sûr des opportunistes qui existent un peu partout. Ça peut être des juges, ça peut être des avocats, ça peut être des médecins, ça peut être des journalistes, ça peut être... Mais ça, c'est la nature humaine. Un système fermé comme le système algérien, il encourage ces opportunistes et parce que ce sont des gens qui sont plus faciles à acheter, ce sont des gens qui sont plus faciles à manipuler. Et le système algérien, il encourage ces gens-là parce que ça lui donne des ficelles à tirer. Vous avez beaucoup mieux pour manipuler un juge ou un avocat ou un journaliste quand il fait des erreurs que vous comptabilisez et vous lui montrez, vous dites voilà, ils sont dans le tiroir, je peux les sortir quand je veux. Il comprendra même sans l'appeler au téléphone que s'il ne fait pas ce qui est conforme à votre discours, il peut être mis en prison parce qu'il y a des dossiers qui permettent au pouvoir de faire ça. Donc voilà comment je réponds. C'est un peu compliqué, mais c'est comme ça. C'est pour ça que je dis que c'est un problème de système, essentiellement de système. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, c'est Rachid, et merci à M. Kamel, et merci aussi aux téléspectateurs, et je vous dis au revoir. ترمي رشيد ترمي في إماس دبوز السنوي كان ديتولن أرتوفاث ماشي نوير إذا كان يناض لنا قيمة التلوين